Saint-Pétersbourg, la ville de tous les extrêmes. Capitale impériale, fondée il y a 300 ans sur les rives de la mer Baltique par Pierre le Grand, elle est déchue sous l'ère soviétique. Depuis peu, elle renoue avec son glorieux passé. Aujourd'hui comme hier, la ville offre deux visages. Aux hivers polaires et leurs nuits interminables, succèdent presque sans transition des étés parfois caniculaires, aux jours sans fin. Un climat limité à deux saisons très contrastées, auxquelles les habitants ont su s'adapter. Depuis la chute du communisme, de nombreux Pétersbourgeois amoureux de leur ville participent avec passion à son nouveau rayonnement. Nous avons passé un an auprès de Vladimir, un architecte naval qui se rêve en Pierre le Grand et fait construire la réplique du premier navire de la flotte russe, le Poltava. Il nous faut à tous une goutte de romantisme, un sens de l'aventure, avoir envie de faire renaître le passé. Yuri et sa brigade de sauveteurs plongeurs, eux, protègent toute l'année les Pétersbourgeois des dangers de la Neva et de la mer Baltique. Notre boulot est difficile. On travaille sous pression, on est confronté à des chocs psychologiques, à des risques. Émotionnellement, c'est dur. On doit affronter n'importe quelle situation. Marc, dessinateur français installé depuis 11 ans, affronte lui l'hiver pour relever un défi insensé. Sculpter les plus beaux joyaux du musée de l'Ermitage sur glace. Je crois qu'aujourd'hui, il fait -9, -10. C'est une température parfaite. Entre passé et avenir, entre été et hiver, c'est la double vie de Saint-Pétersbourg. Le plus souvent, le cœur historique de Saint-Pétersbourg se découvre par ses canaux. Mais depuis quelque temps, certains l'explorent un peu différemment. Pour cela, il faut savoir braver les interdits et prendre de la hauteur. Bonjour. Salut, Je suis Nastia. Pacha. Bon alors, je suis votre guide. Quand on ira vers l'immeuble, ne faites pas de bruit, ni dans la cour, ni dans l'escalier. Il ne faut pas que les habitants vous remarquent. Au programme aujourd'hui, une balade à en avoir le vertige. Nastia et ses amis font du roofing, des visites clandestines sur les toits de la ville. C'est magnifique. Une vue imprenable sur la cathédrale Saint-Isaac, la forteresse Pierre et Paul, la cathédrale Saint-Sauveur sur le sang versé, le palais du prince Mikhaïl ou encore l'incontournable musée de l'Ermitage. Vu sous cet angle, c'est vraiment la première fois que je vois la ville. C'est magnifique. Je n'avais encore jamais vu la Neva comme ça. J'ai envie de m'y baigner. Riche de son architecture et de son histoire impériale, Saint-Pétersbourg est devenu en quelques années la capitale du roofing en Russie. Hé, mais qu'est-ce qu'il fait? Pour Pacha, le guide, la seule vue ne suffit plus. Alors, la tête dans la Neva et les pieds dans les nuages, le panorama prend une toute autre dimension. Moi, je suis sous le choc. C'est une vue imprenable. C'est génial de voir la ville comme ça. En hiver, elle est en noir et blanc, toute grise. Et là, elle a repris toutes ses couleurs. À leurs pieds, sur la Neva, une réplique d'un navire de guerre du XVIIIe siècle et la forteresse Pierre et Paul rappellent ce que doit encore aujourd'hui la ville à Pierre le Grand, son fondateur.
On va s'asseoir où? Sur ça? Ici, je perçois la ville comme un tout. Son esprit, son atmosphère. Je comprends qu'on est entouré d'eau. C'est ce qui rend cette ville si unique. Quand Pierre le Grand a décidé de construire cette ville ici, on lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux construire une ville sur des marécages ?» Et lui a répondu « Mais c'est très bien, je veux qu'on soit entouré par l'eau. » Pendant ce temps, sur le fleuve Neva, Vladimir, constructeur naval de renom, se rend à son bureau en bateau. Ça, c'est la forteresse Pierre et Paul. Pour la Russie, c'est un lieu très important. De nombreux événements historiques s'y sont produits. Mais surtout, c'est ici qu'est né Saint-Pétersbourg. La forteresse a toujours été importante dans ma vie parce que j'ai grandi juste de l'autre côté, dans le quartier de la Petrogradka. Notre maison était voisine de la forteresse. Au sommet, il y a un ange, c'est l'ange protecteur de Saint-Pétersbourg. Il y a une dizaine d'années, l'ange a été retiré pour être restauré et tous les habitants ont eu peur de se retrouver sans sa protection. Il a fallu le remplacer au plus vite. Attaché aux traditions, Vladimir, dès qu'il en a l'occasion, se déplace en bateau, tout comme l'avait imposé Pierre le Grand aux riches familles de la ville. Mes aïeux vivent à Saint-Pétersbourg depuis des générations et des générations. C'est ma ville, je l'ai dans le sang, je l'aime. Et puis mes enfants et ma femme y sont nés. En grand amoureux de sa ville, l'architecte naval s'est mis en tête de perpétuer l'œuvre de Pierre le Grand. Avec Andrei, son bras droit, il nous emmène sur un chantier titanesque, le projet de sa vie. Ils viennent inspecter les dernières avancées. Va à gauche. Je veux te montrer quelque chose. Il ne devait pas y avoir une coursive vers le haut? Non, seulement vers le bas. Celle-ci fait office d'échafaudage temporaire. La soute définitive sera différente. Il y a 3 ans, Vladimir s'est mis au défi de construire à l'identique le premier navire de guerre dessiné par Pierre le Grand lui-même, le Poltava. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? On en voit le bout. Il ne reste plus qu'à installer la dernière cerce de la poupe et on aura fini cette partie. À lui seul, le squelette du bateau a nécessité 2000 chaînes centenaires. À terme, ce monstre des mers mesurera 43 mètres de long et 40 mètres de haut. Le Poltava a changé la position de la Russie sur la mer Baltique. C'est comme si on comparait une puissance nucléaire face à une puissance sans l'arme. Eh bien, le Poltava a fait de la Russie une superpuissance en son temps. À l'époque, Pierre le Grand employait 500 ouvriers. Aujourd'hui, Vladimir n'en emploie que 150, mais tous sont habités par ce défi hors du temps. Comme dans un rêve de petit garçon, fidèle à l'original, le Poltava du XXIe siècle aura aussi ses canons. Je perce un trou pour l'emplacement de la mèche du canon, pour qu'on puisse tirer. C'est par là qu'on fera passer la mèche. Mais le canon va tirer en vrai? Oui, pour de vrai. Mais vous êtes un spécialiste en canon? Non, je suis tourneur. Mais ça me plaît parce que c'est quand même l'histoire qu'on transmet aux générations futures. Qui d'autre que nous peut le faire? Allez, on prend la dernière tige. Remontée de 3 mm. Maxime, 31 ans, est le responsable de l'atelier des mâts, voilure et cordage.
C'est lui l'ouvrier le plus admiré et le plus respecté du chantier. Vous en êtes où dans les mâts? Ça, c'est le 3e déjà. Mais viens, je te montre sur un plan où on en est. Tu vois, là, ce qui est en vert, c'est déjà fait. C'est le grand Maxime Korchounov. Il a été le capitaine du Standard. Le Standard, c'était la première frégate de la flotte russe sur la mer Baltique. Il a été construit en 1703 sur le chantier naval de Ladoga. C'est en Carélie. Et nous avons fait la réplique de ce navire au début des années 90 à Saint-Pétersbourg. J'avais 10 ans quand j'ai rejoint l'équipe du Standard. Au début, j'aidais à porter les pièces détachées du navire, ou alors je les comptais. À 10 ans? Mais comment c'est possible? Vous savez, en Russie, tout est possible. Contrairement au Standard qui navigue sur tous les océans du globe, le Poltava, lui, restera à quai. À son inauguration, Saint-Pétersbourg pourra s'enorgueillir du plus grand musée flottant du monde. Avec ses dimensions hors normes, le Poltava serait bien en peine de naviguer sur la Neva. Aujourd'hui, avenue principale de la ville, le trafic maritime est intense et les dangers réels. Dans la zone sud de la ville, une brigade de sauveteurs-plongeurs vient de recevoir un appel d'urgence. Il y a un homme à l'eau. Je n'ai pas beaucoup d'informations. Apparemment, il a été éjecté de son jet ski. Il a besoin d'aide. C'est tout ce qu'on sait. Été comme hiver, les sauveteurs de Saint-Pétersbourg assurent une mission de service public capitale. Plus de 6000 interventions par an. Nous sommes au mois de juin, mais la température de la Neva ne dépasse pas 15 degrés. Le blessé risque l'hypothermie. Vas-y! Il a mal au bras. Le gauche ou le droit? Le gauche. Comment tu t'appelles? Sacha. Qu'est-ce qui s'est passé, Sacha? J'allais trop vite sur mon jet ski et j'ai été éjecté. Et tu as mal où? J'ai mal au bras. Et à part le bras, tu as mal ailleurs? Non, ça va. Avec sa douleur au bras, le blessé ne pouvait ni remonter sur son jet ski, ni atteindre seul la berge. Il est prêt à être transporté. Allez, on y va. On va s'occuper de toi. Tu vas aller à l'hôpital. L'année dernière, été et hiver confondus, les anges gardiens de la Neva ont sauvé la vie de près de 450 personnes. Malgré tout, 120 ont encore péri dans les eaux froides de la ville. Rentre tes jambes, toi! Impossible donc pour les sauveteurs-plongeurs de relâcher leur vigilance. À leur tête, Yuri, 34 ans, ancien plongeur dans l'armée. C'est lui qui dirige les 400 hommes de la brigade. Vous attendez le retour de l'Iternie et ensuite vous irez patrouiller le long du quai. Les ordres sont toujours les mêmes. Attention, moi j'ai déjà dû intervenir auprès de jeunes. Ce soir, Yuri et ses hommes n'ont pas le droit à l'erreur. La ville accueille le plus grand rassemblement de l'année. La fête de tous les bacheliers de Russie. Aujourd'hui c'est le jour J, le jour de la grande fête. Pour certains c'est du plaisir, pour d'autres du boulot. Je vais voir mes hommes grenouilles. Ce sont les plus importants de la soirée aujourd'hui. Bonjour, enlève ta cagoule. Bon, s'il se passe quelque chose, 1, le pilote démarre, 2, vous informez la centrale, 3, vous intervenez. Vous êtes bien sur le canal 5 ? Volodia, vous êtes bien sur le 5 ? Oui, oui. Ok, alors on communique sur le 5. En ce 21 juin,
800 000 personnes venues des 4 coins du pays attendent avec impatience le clou de la soirée. C'est le rêve de chaque bachelier à Saint-Pétersbourg d'assister à cette fête. C'est unique. On a notre bac qu'une fois dans notre vie. C'est comme cette fête, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Une seule fois. À minuit, le ciel s'enflamme de 1000 feux pour accueillir les voiles rouges. Un bateau mythique qui symbolise l'avenir de la jeunesse et le renouveau de Saint-Pétersbourg. Des spectacles comme celui des voiles écarlates, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Saint-Pétersbourg est unique. Merci à Saint-Pétersbourg d'être une ville si incroyable et bonne fête à tous les bacheliers. Depuis que Poutine, le Pétersbourgeois le plus célèbre, est devenu maître du Kremlin, la ville renaît de ses cendres et se rêve en phare de la Nouvelle-Russie. Chaque année, Saint-Pétersbourg attire toujours plus de touristes. Pour découvrir le cœur de l'ancienne capitale impériale, ses 160 km de canaux et ses dizaines de ponts, le meilleur moyen reste encore le bateau. Alors voilà l'endroit où aujourd'hui je vais dessiner le panorama. Marc, lui, n'est pas un touriste. Artiste français installé à Saint-Pétersbourg depuis 11 ans, il a le projet fou de monter une exposition de tableaux en glace. En attendant des températures négatives, il profite de l'été pour terminer une autre œuvre tout aussi insensée. Ça, c'est une maison que j'ai pas encore finie. En 3 ans, Marc a peint un à un tous les édifices de la Prospekt Nevski, les Champs-Élysées de Saint-Pétersbourg. 9 km d'architecture concentrée sur seulement 10 mètres de papier, à main levée. Une œuvre unique à laquelle il associe les passants. C'est un projet, c'est pas long. J'ai déjà dessiné 500 personnes et j'aimerais bien vous dessiner. C'est gratuit, ça prend juste 5 minutes. Vous avez du temps? Le tableau, ça permet de rencontrer les gens. Que les Russes sont des fois un petit peu timides et de m'approcher. Et quand je les dessine, alors de suite il y a un contact et on peut parler. Il y a une histoire, je leur demande d'où ils viennent, pourquoi ils sont ici. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a beaucoup de créations, de créateurs, d'artistes, de musiciens. Et il y a toute cette énergie que j'aime beaucoup. Et à la fois, c'est une grande ville et à la fois, il y a des quartiers, des petits villes. C'est comme un petit village dans la grande ville. Donc j'aime beaucoup ça. C'est un travail titanesque. Vous pouvez m'aider? Regardez, je vais tout vous montrer. Vous pouvez m'aider? Tenez-le pour tout montrer à la petite fille. Voilà, voilà. Si Marc connaît toutes les façades de la Prospekt Nevski, il connaît aussi les trésors cachés, loin des sentiers touristiques. Pour arrondir ses maigres revenus d'artiste, il travaille aussi à temps partiel comme agent immobilier. Enchanté, vous avez fait bon voyage? Merci, oui. Bon voilà, attendez, je vais vous prendre votre valise. Ses clients cet après-midi, une mère et son fils, tout juste arrivés de France. Ça, c'est une très vieille maison. Bonjour monsieur. Voilà, c'est la vieille sonnette d'autrefois. Bonjour, enchanté. Bonjour, entrez. 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 La spécialité de Marc, dénicher des appartements hors du commun
qu'il propose à la location aux touristes. Votre chambre. Alors ici, c'est le grand corridor qui dessert toutes les chambres avec le vieux linoléum qui date de l'époque soviétique. Il y avait 7 familles qui vivaient là, c'était un communal K. Et il y avait un téléphone pour tout le monde, vous voyez. Et les gens pouvaient appeler indéfiniment. Alors il y avait des tas de disputes autour du téléphone parce qu'ils bloquaient le téléphone. Oui, c'était pas payant, c'était gratuit. Non, c'était gratuit à l'époque. Oui. Alors voilà la chambre verte. D'après moi, ici, vous serez bien au calme, et en plus avec une super vue sur le canal. Oh là là. Là, vous êtes au jour le plus long, aux nuits blanches. Alors, comme il n'y a pas de volets, ils sont très beaux ces rideaux, mais vous pouvez les fermer, hein, parce que la nuit, vous allez être réveillé à 4 h du matin. On est en pleine nuit blanche. Il n'y a pas de volet du tout. Non, il n'y a pas de volet. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, sinon vous n'allez pas dormir. Ouais. On essaye de garder l'ambiance un peu soviétique et de toutes les époques d'ailleurs. On essaye d'être en Russie au maximum. Il y a 15 ans, Dominique, bijoutière de formation, est venue s'installer à Saint-Pétersbourg. Depuis, elle est devenue plus russe que les Russes, tout comme son appartement. On va continuer si vous voulez. Ouais. Alors ici, c'est la salle de bain tout en bois. Voilà. On dirait presque un sauna. C'est comme une isba russe en quelque sorte. Oui, c'est très chaleureux pour prendre son bain, c'est très bien. Ben, la vue est un peu dure, c'est typiquement Dostoïevski. N'oubliez pas qu'on est dans le quartier de Dostoïevski. On est dans le quartier de Dostoïevski. En fait, hein, entre le côté canal et l'intérieur de la cour, on n'est pas du tout dans la même ambiance en fait, Oui. entre les deux. Des cours cachés, Ouais. un peu sordides. Ah, C'est ça, sombre en tout cas. Oui, C'est ça la Russie, les contrastes. Les contrastes. Ah ben, Alors bon, voilà, c'est très bien. Merci. Vodka maison. Alors, à votre arrivée, à votre beau séjour ici... J'essaie de trouver des appartements qui ont du charme, où on va se rappeler, et où l'art, la Russie, Saint-Pétersbourg, les couleurs sont présentes. Voilà. Au plus fort de l'été, à ces latitudes, le soleil ne se couche pas avant minuit. Ce sont les fameuses nuits blanches. Ici le Sénator, je passe à bâbord. Ce spectacle, touristes et pétersbourgeois viennent l'observer sur les quais et sur les bateaux-mouches. Ils se pressent aussi pour y admirer le travail d'un homme. Un homme que personne ne connaît, pourtant véritable maître de la ville. Moi, je suis comme un policier qui fait la circulation à un carrefour. Je régule la circulation dans tous les sens. Seulement, je suis à la manœuvre d'une technologie ultra puissante, de mécanismes super puissants, d'une machine méga puissante. Depuis 34 ans, Sergueï est aux manettes du pont le plus emprunté de la ville, le pont du Palais. 1800 tonnes d'acier et 1 million de boulons. Il est 1h23. Il ne reste plus que 2 minutes. Et c'est des entrailles du géant que Sergueï impose ses règles aux noctambules. La sécurité, j'éteins la signalisation. La circulation arrêtée, plus moyen de passer d'une rive à l'autre. Saint-Pétersbourg se retrouve coupé en deux. Attention, je lève les ailes du pont. Et voilà, c'est lancé. Regardez le spectacle que je vous offre. Chaque nuit, les 13 ponts de la ville laissent circuler les gros navires sur la Neva. Saint-Pétersbourg devient alors un carrefour maritime majeur.
En fait, notre route fluviale en Russie a été pensée pour qu'on ne puisse pas éviter Saint-Pétersbourg. Lorsque les navires arrivent d'Europe et qu'ils se rendent au centre de la Russie, ils doivent obligatoirement passer par ici, par la Neva, puis le lac de Ladoga, et ensuite ils peuvent atteindre le nord, le sud ou le centre de la Russie. Le pont là-bas, c'est mon fils cadet qui est aux commandes ce soir. Et mon fils aîné travaille sur le pont Touchkov. Toute ma famille lève les ponts. Moi, mes 2 fils et ma femme. À 2h30 du matin, le jour pointe déjà à l'horizon. Les amoureux des nuits blanches, eux, profitent d'une dernière valse avant la fin de l'été. Sans avoir vraiment connu d'automne, dès début novembre, Saint-Pétersbourg doit affronter un hiver polaire. Les températures peuvent descendre jusqu'à -30. Emmitouflés, les habitants apprennent dès leur plus jeune âge à résister aux conditions climatiques extrêmes. Pour Nastia, le froid n'est pas un problème, c'est même son élément. Cette jeune femme de 24 ans est championne de nage en eau froide. Une pratique typiquement russe qu'elle va faire découvrir aujourd'hui à ses amis. Waouh, l'eau a l'air super aujourd'hui. Ouais, en plus il fait vraiment bon. Il fait bon, c'est ce qu'il nous faut. Dans ce bassin creusé au milieu d'un petit lac, sportifs confirmés et amateurs s'entraînent tout l'hiver dans une eau à 1 degré. Température extérieure ce jour-là, -5 degrés. La spécialité de Nastia, c'est le 50 mètres. 50 mètres et pas un de plus. Nager davantage pourrait entraîner arrêt cardiaque et hypothermie. Je viens nager tous les week-ends. Pendant la semaine, j'ai accumulé beaucoup de stress et donc là, je m'en débarrasse. C'est comme si je renaissais, ça me redonne des forces. Je me sens en pleine forme et prête à affronter la semaine qui vient. Au tour d'Andrei de relever le challenge. Une première pour lui. Oh la vache! C'est comme si on m'avait retourné la tête. Comme si je revenais d'une autre planète. Ah, c'était super. Je reprends tout juste mes esprits. Quand je suis sorti de l'eau, je savais plus où j'étais. Ah, ça m'a regonflé à bloc. Je pensais pas que j'en serais capable.
25 mètres d'un coup? T'as pas eu peur? Ça va? Ah ouais, super. Tu vois comme l'hiver nous fait du bien à tous les deux. Dans la famille de Nastia, tout le monde est nageur en eau froide. Sa mère Olga, professeure de piano, l'a initiée dès l'âge de 2 ans. Les voilà les photos. Elles sont vieilles et toutes décollées. Et voilà le moment. D'abord, c'est moi qui me suis trempée dans un trou creusé dans la glace. Et j'avais l'air si heureuse que mes enfants ont voulu faire pareil. Mon fils avait 11 ans, ma fille 2. Et ils ont voulu essayer. Après, ils se sont sentis si bien. Ils étaient tout joyeux et surtout si fiers d'eux. Pendant toute son enfance, la petite Nastia se trempe 1 fois par semaine dans l'eau glacée. À l'adolescence, elle assiste à une compétition de natation, une révélation. C'était au bord d'un lac entouré de montagnes. C'était vraiment beau. L'eau était à 4 degrés. J'ai voulu aller juste m'y tremper, comme je fais d'habitude. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne nagerais pas? Et je l'ai fait. Toute une longueur, 25 mètres. Tout de suite après, j'ai foncé m'inscrire à la compétition à la dernière minute. Depuis, ça fait 6 ans que je participe à des compétitions. De l'or en Estonie, de l'argent en Slovénie, elle enchaîne les victoires. Cet esprit sportif est très ancré chez Nastia. Elle veut toujours être la première partout. Dans quelques jours, Nastia se rendra au plus grand rassemblement de baigneurs en eau froide de la ville. Loin des quartiers populaires, au pied de la cathédrale Saint-Nicolas des Marins, Marc, le dessinateur, prépare son exposition de tableaux en glace. Pour choisir les toiles qu'il va tenter de reproduire, il se rend avec son fils Danil au musée de l'Ermitage. Profiter de la glace, il n'y en a pas de la neige. C'est pas chaque jour. Ancien palais des Tsars et joyau de l'architecture baroque russe, l'Ermitage, c'est le symbole de Saint-Pétersbourg, mais également avec ses 1000 salles, l'un des plus grands musées du monde. Ah, elle est là, tiens, regarde. Tu la reconnais? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va? Même s'il l'a déjà visité à plusieurs reprises, Marc a fait appel à une guide pour ne pas se perdre dans le musée et se noyer dans ses quelques 3 millions d'œuvres d'art. Tous les murs, à droite et à gauche, sont recouverts de petits portraits. Ce sont des portraits des généraux russes. Les petits formats, ce sont des portraits des généraux. Regarde un peu toute cette or là. Madame m'a dit qu'il y avait 20 kilos d'or. Et voilà, nous arrivons à une des œuvres capitales de Matisse dans la collection. Ah ben voilà. Qui s'appelle La Ronde. La Ronde. C'est celle-là là, qui est la plus célèbre. C'est le nom que Matisse avait donné lui-même à cette œuvre. La Ronde. Voilà, celui-là, Daniel, il nous plaît. Hein. Ça, c'est vraiment tout le monde connaît. L'Ermitage, c'est Matisse. Voilà, on va prendre celui-là. Je choisis ce tableau déjà par sa taille, parce que nous, on a un grand tableau, et puis par les couleurs qui sont simples, et puis par ce rythme, ce mouvement. Et puis il y a 3 couleurs, donc je pense qu'avec de la glace, on va y arriver. Et comme si reproduire des tableaux en glace n'était pas déjà assez complexe, Marc l'excentrique a décidé de corser encore un peu plus le défi. Tiens, puis là, tiens, regarde, tu sais ce qu'on fait? On pourra même trouver un verre et le coller dans la glace. Comme ça, on n'aura pas besoin de s'amuser à faire le verre. Bien que le verre, la perspective, elle est toute tordue, ça va être très dur de trouver un verre comme ça. Je voulais prendre Picasso, parce que Picasso, c'était mon voisin pendant 11 ans. On habitait à 700 mètres l'un de l'autre. Lui, à Mougins. Il est décédé en 1973. Je me rappelle encore de tous les drapeaux français qui étaient devant sa propriété. On allait même acheter le pain à la même boulangerie. Et tous les autres tableaux de Picasso sont trop durs à faire en glace. Et celui-là, c'est quand même un des plus simples. Après Matisse et Picasso, Marc voudrait aussi rendre hommage aux peintres russes.
Ah voilà, celui-là est superbe, le tableau. Regarde les belles couleurs. Oh, bah voilà, regarde, le titre. Parfait. Zima, Daniel, l'hiver. Ah bah celui-là, on va le prendre. Hein. Ça, c'est... J'ai même pas besoin de regarder les autres. Marc est emballé par un tableau de Kandinsky. Je pouvais pas trouver mieux, je savais même pas qu'il existait ce tableau. C'est le tableau qu'il faut. Hein. Il y a de la glace, il y a de la neige, il y a des montagnes, il y a le froid, le bleu, toutes les couleurs. Voilà, il est là. Allez, on continue ? Pendant ce temps, au pied de l'Ermitage, Yuri et son équipe font leur tournée d'inspection quotidienne sur le golfe de Finlande. En hiver, sur la mer gelée, les risques de noyade et d'accidents mortels sont beaucoup plus nombreux qu'en été. Tu fais genre, c'est ton territoire ici? Eh oui. Première victime, les pêcheurs sur glace. Allez, on est parti. La première consigne, c'est de ne pas aller sur la glace si elle fait moins de 7-10 cm d'épaisseur, en particulier pour ceux qui viennent en voiture sur la glace. Et puis je leur explique les premiers gestes de survie. Alors vous pêchez quoi les gars? Le gardon. Et voilà un cendre. Mais je l'ai pêché un peu plus loin, celui-là. La glace est épaisse ici? Elle atteint 30 cm? Non, non. 15 cm peut-être. Voire 20. 15-20 cm, c'est pas mal. Allez, on mesure la glace. Il y a souvent des hommes qui tombent à travers la glace dans le golfe de Finlande, dans la Neva. Et là, l'expérience et l'excellence de nos sauveteurs plongeurs est déterminante, puisque chaque seconde est vitale pour sauver un homme à l'eau. On vient de mesurer la glace sur la Neva, elle faisait 33 cm, même avec le passage des brise-glaces. Ça fait même plus ici. 35. Cette année, la glace est bonne. Bon, je vous donne ça. Quand vous aurez une minute, lisez-le. C'est important quand même. Bien, je le ferai circuler. C'est bien de discuter avec des gars comme vous parce que parfois on a affaire à des pêcheurs bourrés. Et là, il faut leur parler autrement. Ah, mais nous, on est sobres. J'ai 74 ans. Ça fait déjà bien 20 ans que je pêche sur la glace. Et je ne suis jamais tombé à l'eau. Vous voyez comme il est petit celui-là. Je lui retire son hameçon pour qu'il grandisse encore un peu. Aujourd'hui, Yuri a un emploi du temps chargé. Lui et ses hommes doivent creuser un bassin dans la glace pour le futur rassemblement des nageurs en eau froide. Bon, vous êtes au courant des dimensions? Vous savez à quelle distance il faut creuser? C'est quoi la profondeur? De 4 mètres à 1,50 m. En plein mois de janvier, la surface du fleuve est aussi dure que l'acier. Peu à peu, les sauveteurs dessinent une croix. Dans quelques jours, des milliers de croyants viendront s'y baigner pour célébrer le baptême du Christ. Une tradition risquée que Yuri doit sécuriser. Couvre-toi vite, reste pas comme ça. Tiens, prends ça. Précaution indispensable, Yuri demande à ses hommes d'explorer le fond de la Neva. Il plonge pour vérifier le fond de l'eau. S'il n'y a rien qui pourrait empêcher l'installation de la structure en bois. Mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver? On peut trouver des déchets, des carcasses de métal, ou même un noyer. Allô? Tu vois le fond? Il y a quelque chose?
signalé. Bon, maintenant on dégage les lieux, qu'il ne reste plus rien. Tout est enfin prêt pour la touche finale. Comme descendu des cieux, une chapelle est posée au fond du fleuve. De retour à leur base, les sauveteurs plongeurs s'accordent une pause avant leur prochaine mission. Après des heures passées dans le froid, ils se sont préparés du cendre grillé. Il vient du golfe de Finlande. Faut tout manger, même la tête. Faut pas jeter, c'est trop bon. Les sauveteurs plongeurs seront de garde toute la nuit. À ces latitudes septentrionales, en hiver, la nuit tombe dès 16 heures. Il est 10 heures, le jour se lève enfin. T'as bien dormi? On a fini tard hier. Hein. Ta femme n'a rien dit? Dis-lui que c'est au nom de l'art. Depuis 2 semaines, Marc, l'artiste français, travaille 18 heures par jour pour finir à temps ses tableaux en glace. Tous les matins, il retrouve ses assistants dans l'arrière-cour de son immeuble, transformé en atelier pour l'occasion. Bonjour. Bien dormi? Oui. Alors aujourd'hui, je vais faire le toit. Et après, il faut préparer les couleurs pour verser pour la maison. Tu veux cette couleur alors? Oui, du jaune et du vert. On peut faire ces fenêtres aussi. Ensemble, ils préparent la future exposition de Marc. Hop. Hop. Je crois que j'aurais pu être orfèvre. Mon voisin m'a dit « Pourquoi vous ne travaillez pas à l'intérieur ?» J'ai dit « C'est de la glace, monsieur. » Alors, il n'arrivait pas à le croire, il a pris. Ah oui, c'est de la glace. Marc doit terminer un tableau de Monet très compliqué à copier. Un à un, chaque trait de pinceau est remplacé par des morceaux de glace teintés. Déjà gelé. Mais dans l'eau chaude, parce que la seringue est gelée, le bout, ça passe plus l'eau. De l'eau, ni trop chaude, ni trop froide en guise de colle. Tout est question de température. Je crois qu'aujourd'hui, moins 10, moins 9, moins 10. C'est une température parfaite. Moins 8, c'est trop chaud. La chaleur de ma main va vite faire fondre la glace. Et moins 20, c'est trop froid pour mes pieds. Par contre, la glace, elle est parfaite, elle est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien les conditions extrêmes. Alors. Marc a prévu de présenter 5 tableaux au public le jour du vernissage de son exposition. Le travail presque terminé, ne reste plus qu'à tracer les lignes noires sur l'hiver de Kandinsky et à prier. Si la température réchauffe, on sera obligé de leur dire au revoir. Ils partiront dans la rivière. En attendant l'exposition de Marc, en cette journée du 18 janvier, au pied de la forteresse Pierre et Paul, on célèbre l'Épiphanie. Depuis la chute de l'URSS, on assiste en Russie à la renaissance de la foi orthodoxe et de ses rites.
Parmi les milliers de fidèles venus aujourd'hui se baigner dans l'eau bénite du fleuve, Nastia. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. On fête tous ensemble l'épiphanie. Je suis vraiment contente, heureuse de m'être baignée ici aujourd'hui, et puis c'est tellement beau. Le sang russe trouve sa chaleur dans le froid, comme l'a dit un célèbre écrivain. Mais le froid n'est pas sans risque. En cas d'hydrocution, la protection de Dieu ne suffit pas. Les sauveteurs plongeurs veillent. Je vous aide? Non merci, peut-être quand je remonterai. Exceptionnellement, Yuri a délaissé son uniforme réglementaire de sauveteur. Attention les gars, voilà notre directeur. Attention, attention. Oh Seigneur! Je me sens rechargé à fond. Je suis plein d'énergie, prêt à travailler beaucoup et longtemps, à retourner le monde avec l'aide de Dieu. Après le choc thermique, tous les moyens sont bons pour se réchauffer. Cette année, 30 000 croyants auront affronté les eaux glacées de la Neva. Une semaine plus tard, un réchauffement inhabituel a transformé la ville en véritable pataugeoire. Marc est inquiet pour ses tableaux. C'est de l'eau. Mais là, la neige, elle n'a pas fondu. La température cette nuit est montée à 1 degré, 2 degrés maintenant, et il pleut en plus. Alors il a fallu faire un sarcophage pour les œuvres d'art, pour pas qu'elles fondent. Ça c'est l'œuvre maîtresse, c'est Matisse. Il faut se dépêcher. Il pleut maintenant. Le vernissage de Marc est compromis. Les heures sont comptées. T'as pas prévu un gyrophare? Marc a prévu de faire son exposition éphémère au pied des colonnes rostrales, en face de l'Ermitage, sur les bords de la Neva. Oh, c'est lourd. On pose. Sans autorisation, l'artiste doit faire vite pour ne pas être repéré par la police. On peut le faire glisser. Pour plus de discrétion, l'exposition sauvage ne commencera qu'à la nuit tombée. Il faut tout retirer. Le plexiglas aussi. Retirez tout. Attendez, je vais regarder une minute. Il a changé un peu, mais il n'a pas fondu. Chevalet, cadre et éclairage, les copies des tableaux de l'Ermitage vont être dévoilées en grande pompe. Sois prêt. Qui a un briquet? Bravo, Alexei! Yeah! La ronde de Marc est fidèle à l'original de Matisse.
Et l'hiver de Kandinsky. S'ensuivent la meule de foin de Monet. Allez, ouais! Le clou du spectacle, un Picasso en relief. Picasso! Et du vin pour Picasso. Donc Alissa, merci à Alissa et Alexei. Merci de m'avoir supporté. Ce sont des gens si calmes, contrairement à moi qui suis volcanique. Pour couronner son succès, Marc peut compter sur un feu d'artifice inattendu. Sans le savoir, l'artiste français a organisé son exposition le soir de la célébration de la fin du siège de Leningrad en 1945. Saint-Pétersbourg, la ville où tout est possible, brille à nouveau de tous ses feux.